Bonjour. Aujourd'hui, je resterai pas longtemps dans le studio, alors profite bien du décor. Je m'en vais sur le terrain rencontrer un certain Olivier Berger, qui vient de faire paraître 3 tomes. En tout, c'est 900 pages qui font un retour sur sa famille, la famille Berger. C'est un travail colossal, c'est un travail pharaonique. On s'en va voir ça. Bonjour Olivier. Bonjour, Bonjour. ça va? Écoute, ça va? Oui. Yes, good. Toi, comment ça va? Je veux dire, t'as écrit 3 tomes. Ouais. 3 tomes. 3 tombes. Combien de pages? Presque eu 900, je pense que c'est 875 C'est à pour peu ça que je te près. demande comment tu vas. Là. T'as écrit ça en combien de temps? Ça a pris 5 ans. C'est 5 ans. du début du projet jusqu'à la Il y a réalisation. beaucoup d'archives là-dedans, il y a beaucoup de travail. Ouais. Avant même l'écriture, là. Ah, Les absolument. jets de... Absolument. Ok, on peut-tu... Oui. Explique-nous de quoi ça parle, c'est quoi? Donc, c'est trois livres, Ok. dans le fond, qui présentent un peu l'histoire de ma famille, l'histoire Les bergers. des bergers, effectivement. Donc, c'est un arbre généalogique, en fait, qui est sur 3 tomes. Puis, la raison, il n'y a pas une raison particulière, là. C'est pas une famille qui est exceptionnelle, c'est juste de présenter, dans le fond, qui étaient nos ancêtres, qui étaient avant nous autres. Puis c'est de Puis- préserver aussi ce souvenir-là, cette mémoire-là collective Ah oui. de votre famille. C'est une micro-mémoire, mais quand même elle est importante, là. Oui, c'est ça. Puis c'est de raconter un peu les souvenirs des gens, de se rappeler qui était avant nous, puis aussi de conserver les mémoires Ah oui, des gens. Absolument. Puis moi, je trouve que c'est tellement quelque chose qui est important de savoir d'où qu'on vient, puis aussi l'idée de conserver la trace des Ouais. personnes. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui moi, m'allume beaucoup. Puis c'est une des raisons pour laquelle là, j'ai toujours eu de l'intérêt pour faire ça. Là, t'as écrit 3 tomes. Tu dois la Ouais. connaître, ta famille, là, j'imagine. Oui, je dirais, je la connais quand Qui même est-elle? bien. Elle n'est pas extraordinaire. En même temps, il n'y a rien de plus extraordinaire que quelque chose de si simple, là. Totalement, Alors, totalement. c'est qui cette famille-là? Dans le fond, je suis parti de mon arrière-arrière-grand-père, Ok. qui s'appelait Isaïe Berger, qui est, dans le fond, qui était originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce personnage-là, c'est parce que c'est le premier berger à quitter la région de Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir s'établir dans les cantons de l'Est, Ok. à Eastman, en 1889. J'imagine, est-ce que tu as la réponse? Ça devait être un endroit assez anglophone. Même C'était dans ces années-là? très, très, très anglophone. Puis lui, est-ce qu'il était anglophone? Lui, il ou- était francophone. Ok, donc il y a Euh, quand même une adaptation à ça, j'imagine. le milieu. Absolument. Il travaillait pour le Canadien Pacifique et ses frères avant lui aussi travaillaient pour cette compagnie. Et en 1889, le Canadien Pacifique a ouvert la ligne de chemin de fer qui monte jusqu'à Sherbrooke, Oui. qui partait de Farnham dans la région de la Montérégie vers Sherbrooke. Ok. Et Isaïe Berger, dans le fond, travaillait pour cette compagnie-là. Il était cheminot à l'époque, donc il travaillait sur les chemins de fer. Mhm. Et en ouvrant la nouvelle voie, en ouvrant dans le fond la région des cantons de l'Est pour le chemin de fer, ben lui était volontaire. Puis il a dit, ben moi je suis prêt, je m'embarque dans ça. Il venait de perdre sa femme, Ok. il avait 2 enfants en bas âge. Donc, plié bagage, il a placé les enfants chez ses parents, lui, qui, dans le fond, c'est ses parents qui ont élevé ses 2 fils. Ok. Il est parti venir coloniser la région des cantons de l'Est. Il est venu s'établir ici à Eastman. Dans le temps, il y avait une gare à Eastrée, qui est un petit hameau à peut-être 2 km à l'ouest d'Eastman. Ok. Et lui, il est venu ouvrir la gare là. Il est venu travailler comme. Au début, il était comme cheminot encore. Ok. Tranquillement, il est tombé directeur régional. Puis la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce personnage-là, c'est parce que il va avoir acheté une terre agricole.
comme à l'époque. La terre où on se trouve présentement. La terre où on se trouve présentement. Ok. Donc, il va avoir acheté une terre agricole pour faire vivre sa famille. Donc, au fil du temps, il va avoir quand même eu 8 autres enfants. Ok. D'un second mariage. D'un deuxième mariage, effectivement. Donc, puis cette terre ancestrale-là, cette terre familiale-là a été transmise de père en fils jusqu'à mon père. Et c'est la terre où que j'ai été élevé, puis où que aujourd'hui, je suis propriétaire de ma maison sur cette terre-là avec mes frères puis mes parents. Ça te fait combien de générations, là, si on part d'Isaïe jusqu'à toi, mettons? Isaïe, qui est arrivé en 1906, Oui. qui a laissé la terre à ses 2 fils en 1921, donc Wilfrid, mon arrière-grand-père, puis son frère Émile, qui ont demeuré en colocation, en cohabitation, les 2 familles jusqu'en 1932. La famille d'Émile a quitté la ferme familiale en 1932 parce que la maison était rendue trop petite pour accueillir les 2 familles, qui totalisaient quand même 18 personnes dans la maison. 18 personnes pour vrai. Ouais. C'est énorme. Mais énorme. c'est quand même c'est l'époque. C'est ça. C'est l'époque des grosses familles. C'était la réalité du temps. Ils ont chacun eu 13 enfants. Donc, en 1932, Émile a quitté. Mon arrière-grand-père, Wilfrid, a vendu la ferme à mon grand-père en 1957. Quand mon grand-père s'est marié. Puis, la ferme a perpétué par la suite. Mon grand-père est mort en 1999. C'est ma grand-mère qui a repris la ferme jusqu'en 2010, où que mon père a acheté. Donc, mon père se trouve être le 4e propriétaire de la ferme. Puis, depuis 2020, mon frère, plus vieux que moi, il s'est bâti sur la ferme. Donc, il se trouve être le premier de la 5e génération. Moi, j'ai déménagé dans la maison, sur la ferme, qui était la maison de mes grands-parents, en 2020. Puis, mon petit frère a acheté sa maison, lui aussi, sur la ferme familiale, en décembre 2021. Et tout ça, c'est sur le même rang. Tout ça, c'est sur le même rang. Qui s'appelle... Le rang du Rocher. Je voulais que tu le dises. Le rang du Rocher. Mais c'est si beau, en fait, comme nom. Oui. Puis c'est symbolique aussi. Pourquoi? Parce que c'est une ferme, c'est un chemin de campagne. C'est un rang de campagne. Puis c'est un rang où il y a beaucoup de roches. Donc dans le temps, c'était juste des agriculteurs. Puis c'est des terres avec énormément de roches. Puis, qu'on n'aime pas ça vraiment quand on est agriculteur. Là. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est plaisant. Pour en avoir ramassé un peu, non, c'est pas le fun. Là, je laisse la job à mes frères. Moi, j'aurais dit non. Moi, j'en ai fait assez. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est sur le rang du Rocher. Donc, ma famille est là. Mon frère est né. Donc, on est 4 garçons chez nous. 3 établis sur la ferme. Mon frère aîné qui a toujours été un peu plus... lui, il voulait pas nécessairement être trop proche du reste de la famille. Puis, il a décidé de s'établir. Là, il est en train de se bâtir sa maison. Actuellement, plus loin sur le chemin. Plus loin sur le chemin. Exactement. Je suis pas tout à fait avec vous, mais... Il est avec nous, mais il a quand même son intimité. C'est ça. Je pense que c'est un compromis avec tout le monde. Exactement. On s'entend que c'est rare, là. Je veux dire, vous êtes combien de membres de la même famille à être sur le même rang? Là, on est les 4 enfants, mes parents, plus les conjoints. C'est ça. Ça fait... C'est énorme, là. Je veux dire... Vous avez quasiment, vous l'êtes pas, mais vous êtes quasiment propriétaire du rang, là. C'est ce que le monde dit. On devrait appeler ça le rang berger. On devrait, mais surtout qu'on est la première ferme, la première terre du rang, donc c'est comme on rentre, puis chez les bergers, chez ça nous. continue par la suite. Et même avant le rang, dans le rang, qui est dans le fond coupé par l'autoroute, il y a un petit chemin qui s'appelle la vallée des bergers. Puis, la petite histoire derrière ce chemin-là, c'est en 1963, quand le gouvernement a exproprié dans le fond pour construire l'autoroute des Cantons de l'Est. Mon grand-père a dû séparer sa terre en deux. Il y a une partie qui était entre l'autoroute 10 puis la route 112. Puis qui tombait à servir à plus rien. Dans le fond, c'était plus propice à faire de l'agriculture et tout ça. Donc mon grand-père a vendu ces lots-là à ses frères et sœurs, ses parents. Puis, pour qu'ils construisent des maisons. Pour construire des maisons. C'était des chalets. C'est le temps où que le monde commençait à avoir un peu plus de temps libre, des loisirs. Plus aisé aussi. Plus aisé, c'est ça, exactement. Puis la notion de loisir prenait de l'importance, exactement. Donc ses frères et sœurs qui sont venus s'établir. Il y avait un petit chalet sur ce chemin-là. Et à la base, c'était la sœur de mon grand-père qui était une berger, Flore Berger, qui était mariée avec un Lavallée.
Et ça a donné le nom de la vallée des bergers. Qui est Ah! un petit jeu de mots. C'est un jeu de mots, mais c'est un beau mariage entre les deux, en fait. Là. Exactement, c'est ça. Ah, la vallée Ouais. des bergers. Ouais. Puis au début, c'était un petit chemin, Incroyable. c'est un petit chemin privé, puis Oui. au fil du temps, il a été municipalisé. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le chemin de la vallée des bergers. Et le nom est resté. Et le nom est resté, même si depuis 2016, il n'y a plus de bergers qui Il n'y a demeurent plus là. officiellement de Il n'y bergers. a plus de berger. Il y avait un cousin de mon grand-père qui était là, dont sa mère était une berger, qui était établie sur le rang, sur le chemin jusqu'en 2019. Là, t'as 3 tomes. Ouais, 3 T'as tombes. pas inventé tout ça, là, on s'entend, là. Non. Comment on fait pour amasser autant d'informations pour arriver à faire 3 tomes, 900 pages, près de 900 pages? Ouais. On commence par où? On fait quoi? On commence par Ah ouais, c'est être fou. Ok. Je pense que c'est la première étape, c'est d'être fou. Non, mais je pense que ça commence par un rêve. Je pense qu'on commence par se questionner. Par questionner le monde qui est autour de nous. Ok. Moi, j'avais la chance d'avoir des oncles et tantes de mon père avec des mémoires phénoménales jusqu'à Sur l'âge des de... détails. Ah oui, sur des détails. J'ai un de mes oncles qui a 80... Ben, mon grand-oncle, l'oncle Oui. de mon père qui a 97 ans, Ok. qui a une mémoire phénoménale. Phénoménal. Je dois le nommer, là, c'est Léonide. Léonide Ok. Berger qui a une mémoire... C'est le bon moment pour nommer le nom de ta Oui, famille. exactement, c'est ça, qui a une mémoire extraordinaire. Qui a beaucoup aidé, j'imagine. Parce Totalement. qu'à 97 ans, il a pu retourner en arrière pour aller Oui, chercher puis- dans sa mémoire. beaucoup de Absolument, choses. absolument. Puis lui, il a grandi sur la ferme familiale, il a grandi sur la terre. Il l'a vu évoluer. Il l'a vu évoluer, il l'a vu se transformer Ok. également, de partir d'une petite terre de subsistance à une ferme pour faire vivre sa famille. Ok. Mon grand-père a fermé les animaux, il a vendu les animaux dans les années 70. C'était quel genre d'animaux que c'était? Des vaches Ayrshire, que ça s'appelle. Ok. Donc c'est une vache à lait pour Ok. pouvoir, dans le fond, subvenir aux besoins de la Ouais. famille. Il y avait des poules, il y avait des chèvres, des moutons, cochons. Ok. C'est vraiment ce qui était nécessaire dans le fond, Ouais, c'est ça. la petite ferme ferme de de base. subsistance. Ouais, Petite ferme de subsistance. Puis mon oncle Léonide, justement, a fait partie de ses voisins qui étaient sur la vallée des bergers. Ah voilà. Dans le fond, c'est lui qui a quitté en 2016. Ok. Donc le dernier, fait qu'il a vraiment vu l'évolution Ah, de la ouais. ferme depuis X années, puis comme il a une mémoire phénoménale, une mémoire... Il a été précieux pour les Ah cultures. oui, absolument, absolument. Ok, donc on a utilisé l'histoire orale. L'histoire orale à la base, mais aussi beaucoup d'archives. Quel Donc, genre d'archives? Ben, dans le fond, pour partir, pour faire les recherches, j'ai dû aller rechercher dans des bases d'archives sur Internet. Ok. Donc, on a la chance au Québec, on a une richesse phénoménale De sites, de de répertoires. sites, de répertoires, d'archives. Les religieux, les religieuses... C'était des registres sur pattes, là, ils conservaient tout, Oui. ou à peu près. L'Église catholique au Québec, on peut y reprocher énormément de choses, mais un grand merci qu'on doit y faire, c'est les archives Ouais. généalogiques. Ah ouais. Toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès qui sont subvenus depuis 1608 avec la Fondation de Québec Ouais. sont enregistrés quelque C'est part incroyable. dans des archives Mm. grâce à l'Église Ouais. catholique. Ben, l'Église protestante plus tard, Oh oui. mais l'Église concrètement. Malheureusement, au fil du temps, comme c'est du papier, le papier finit par brûler, Ouais. finit par s'user. Il y a des Donc, trous dans la mémoire de cette façon-là. il existe des trous, il y a des baptêmes dont les dates des archives ont été détruites, des mariages, même chose, beaucoup de décès. Hmm. Un problème qu'on retrouve beaucoup au Québec dans ces années-là, c'est les noms. Qu'est-ce que ça Parce veut dire? que les gens mouraient jeunes. Ouais. Beaucoup de mortalité infantile. Ouais. Jusque dans les années 1750 à peu près, c'est un enfant sur 2 qui meurt avant l'âge de 10 ans. C'est incroyable. Un enfant sur 4 avant l'âge de 2 ans. Mm. Mais c'est aussi un problème qu'il y avait, c'est que les mères n'assistaient pas au baptême Mm. de l'enfant. Et Pourquoi? parce que le baptême se faisait le plus vite possible. Ouais. Parce qu'à l'époque, La peur que l'enfant ait en enfer. ben oui, C'est ça. puis ça c'est la plus grosse peur que Ah les oui. gens peuvent avoir, Ah oui. c'est que l'enfant aille en enfer, l'enfant aille ou dans les limbes, qui Mhm. est encore pire, parce Ah que ouais. c'est un entre-deux. Donc quand il y avait des accouchements qui étaient difficiles, rappelons qu'il n'y avait pas de médecin, Mhm. il y avait rarement des sages-femmes, c'était souvent assisté par
ma tante ou la cousine ou la mère. Ou... Quelqu'un qui voulait bien aider, mais qui avait peut-être pas tous les outils nécessaires Non, à c'est faire ça. accoucher une femme. Exactement. Donc, ça faisait en sorte que certaines naissances se faisaient dans la vitesse et tout ça. Et rapidement, si on a peur que le bébé meure, ben on faisait baptiser le bébé On le plus partait vite avec possible. le bébé, on laissait la mère derrière. La mère derrière, la mère qui reste là, qui s'occupe de ses relevailles tout seul. C'est ça. Le père part avec le bébé avec une autre femme Ouais. qui est la porteuse. On trouve le prêtre le plus rapidement possible. On trouve le prêtre le plus vite de l'eau possible. bénite et On le fait baptise, ça en on fait vitesse. ça vite. Et des fois, ce qui arrive, c'est que les parents, avant la naissance, ils parlent du nom. Puis, il y a 2-3 noms. Puis finalement, on baptise le bébé sous un nom. Et le nom usuel est différent. Ok. Donc moi j'ai un exemple que j'ai déjà vu. C'est pas dans cette famille-là, c'est dans une autre famille que j'ai travaillé. La personne était née Léonard, baptisé Léonard, mais tout le long de sa vie, son nom usuel était Héliodore. Héliodore, il y a quand même une Héliodore. nuance. Oui, puis nuance importante parce que dans les archives c'est Léonard, mais C'est le ça. nom usuel Héliodore. Ça peut porter à une certaine confusion. Oui, et les gens ne se sont jamais rendus compte jusqu'à ce que la personne décède. Ah oui, hein? Et lorsqu'ils ont appelé à l'état civil, parce qu'il faut que tu déclares la mort à l'état civil, Ouais. ils ont dit ok, on a un monsieur Héliodore qui est décédé, et l'état civil qui dit bon, on n'a pas ça. Cette personne n'existe pas. La personne n'existe pas, et là c'est bref, grand branle-bas de combat pour trouver comment faire. Mais là je m'égare. Donc c'est ça, on a des archives. Beaucoup les archives de l'Église. Beaucoup les archives des premiers immigrants. Donc, on a la chance, en tant que colonie, la France a gardé énormément de Choses. énormément d'archives, de détails sur ses premiers venus. Ces 10 000 braves qui ont décidé de traverser l'océan Atlantique pour venir s'établir. Dans le ici. froid. Ah oui, affronter l'hiver, c'est ça. affronter les maladies, affronter les dangers des Iroquois à Ah l'époque, les Anglais. Donc, c'est ça. Fait qu'on a beaucoup d'archives comme ça. Donc, ça a été, dans le fond, de retracer branche après branche, de génération après génération pour retracer ce premier ancêtre-là. C'est comme une espèce de quête du numéro 1. Là. On cherche c'est ça. L'essence de la racine. Là. Ouais. D'où vient la graine? D'où vient la graine, et après ça, de trouver d'où est-ce qu'elle vient en France. Ah, c'est ça. Parce que tout le monde ne vient pas de la même place non. en France. Ah oui. Puis, dès que tu arrives en Europe, ça devient un casse-tête parce que l'histoire des archives est beaucoup plus vieille là-bas. Là. Oui, et moins détaillée. Ouais. La France n'a pas nécessairement toutes les archives comme nous on a ici au Québec. Parce que c'est plus vieux, mais il y a eu plus de guerres. Plus de guerres, plus de d'incendies. destruction, plus de... Ben, c'est plus vieux. Le papier, l'usure Ouais. et la nécessité. Mhm. Il n'y avait pas nécessairement la même nécessité en 1607 à faire les archives que ce que nous on avait perçu dans les années 1700 ici en Nouvelle-France. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui s'ajoute aux différences. Et un autre problème qu'on a, c'est l'écriture. Ah Donc, oui, peu de gens qui pouvaient lire et écrire. peu de gens qui pouvaient lire et écrire, et ce n'est pas tous les prêtres qui ont une belle plume. Ah. Certains auraient pu faire d'excellents médecins. Il y en a qu'on comprend pas les noms, en fait. Donc, Ah, absolument pas. Puis il y en a que c'est écrit tout petit et condensé, et qu'on doit déchiffrer de façon phénoménale. ouais. Et on a la chance aussi d'avoir des groupes sur Facebook, sur Internet, de Une gens... collectivité, une communauté de personnes. Oui, qui- une communauté qui va justement aider, Ouais. partager leurs connaissances, puis il y en a qui sont spécialistes, il y en a qui sont amateurs, mais qui vont, dans le fond, s'entraider pour pouvoir réussir à offrir le meilleur. C'est ça. Le but étant qu'il y ait le moins de mystère possible. Essayer d'enlever l'espèce de brouillard Ouais, exactement. sur Même les personnes. si c'est un peu le fun qui en reste un peu. Ah, Dans un ouais. sens, Ouais, c'est la quand part de même mystère est intéressante, ouais. 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 Mais il va toujours en rester, mais plus qu'on a de morceaux, plus c'est intéressant. Là. Parce que tu Absolument. vois que plus que tu as de morceaux, plus qu'on dirait que la part de mystère a l'air plus grande. Oui, Peut-être. oui, parce que on se dit c'est pas juste un nom avec Non. une date de naissance puis une Maintenant date que de tu as un décès. nom, qu'est-ce qu'il a fait tout au long de sa vie pour être mort? Il est mort en 1909, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Si tu n'avais pas la date ni le nom, tu te posais moins de questions. Là. Exactement. Puis après ça, ben, tu veux toujours en savoir Ah un oui, peu plus. ah puis oui. c'est de même que j'ai commencé. Ok. Dans le fond, pour te mettre en contexte, on est à peu près
à l'âge de 8-9 ans. Déjà une petite curiosité. À 8-9 ans, 8-9 t'avais ans. la curiosité de Ouais. vouloir retracer tes ancêtres. Ouais, 8-9 ans, Wow. petite histoire simple, j'étais chez mes grands-parents, donc Ok. j'allais voir ma grand-mère, puis j'aimais ça quand elle me racontait le nom de ses frères et sœurs. Ça, c'était de quoi qui me fascinait, les vieux noms. Tu sais, des noms d'époque Oh qui, ouais, qu'on verrait peut-être plus aujourd'hui, là. ben, qu'on revoit parce que Tranquillement. dans les années fin des années 2000, début 2010, il y a beaucoup de naissances Ouais. de noms qui reviennent. Tu sais, Des les noms de- Henri, des Léonard qui Oui, reviennent. des roses, des marguerites, Ouais. des... Des choses qu'on pensait, choses passées qui revenaient pas. Oui, Qui sont de exactement. retour. Des Madeleines, des Ouais. Roselines, il y en a plein, des Ouais, ouais. Armands. Il y a des noms comme ça qui reviennent, qu'on pensait oublier, qu'on pensait appartenir à un siècle passé. Ouais, à l'histoire. À l'histoire, exactement. Puis moi, ça me fascinait d'écouter mes grands-mères me raconter le nom de leurs frères et sœurs, puis de voir le nombre. Tu sais, Ouais. des familles de 12, 13, 14, 15. Ouais. Mon grand-père était de 19 enfants. On est proche d'avoir une classe avec ça. Oui, exactement. Oh mon Dieu. Aussi approche, c'est vrai quand même, là. Oh oui, absolument, une équipe de football. De football. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, après ça, ben, de savoir le nom des arrière-grands-parents, de voir un peu leurs photos, leurs images, puis d'en apprendre un peu plus. Puis, ma grand-mère, elle avait un vieux livre sur l'histoire d'Eastmont qui a été fait pour le centenaire en 1988. Et dans ce livre-là, il y avait l'histoire de chacune des familles. C'est une histoire qui était très brève, mais quand même une histoire quand même. Donc, les noms étaient tangibles. Ok. Il y avait des photos, il y avait des images et tout ça. Et c'est là que j'ai réussi à savoir que la terre qu'on a toujours grandi, que j'ai toujours habité, venait de ce Isaïe Berger, arrivé dans les cantons de l'Est en 1889. Ok. Mais c'était tout ce qu'on savait. On savait qu'il y avait eu 2 mariages, avec 8 enfants issus de ce deuxième Oui, ça. mariage, avec les noms. Ok. Mais j'en savais pas plus. Puis c'est en parlant avec mes oncles, mes grands-oncles, grandes-tantes, donc les frères et sœurs de mon grand-père, que j'ai réussi à en apprendre un peu plus davantage. Et qu'il y avait toujours cette part de mystère-là de qui était ce Isaïe, pourquoi il est venu s'établir dans les cantons de l'Est, qu'est-ce qu'il faisait dans les cantons de l'Est, et d'où est-ce qu'il venait. Ouais. Et il y avait aussi la part de mystère de qui était ce premier mariage. Oui, par cette femme-là qui est décédée. Oui, de comment qu'elle est décédée. Ouais. À ce jour, je ne le sais pas. Non. Et personne pourrait me le dire. Les archives, On parle rarement de la cause du décès. surtout d'une femme. Ah ouais. Surtout d'une femme, parce qu'à l'époque, le rôle de la femme était Plus à la réservé maison. à la maison. C'est ça, exactement, dans la sphère privée. Puis la mortalité d'une femme qui vient d'avoir un bébé, C'est plus fréquent. c'est très fréquent. Puis on classe ça un peu dans la catégorie fait divers. Ouais, c'est ça. C'est De- une anecdote plus que Exactement. quelque chose d'important. On voit pas la femme comme un pilier à la famille, en fait. Pas du tout, Quoi absolument. qu'elle pas. s'occupe des enfants Non. en permanence. Exactement. Et dans ce livre-là d'Eastmond, il était nommé que Isaïe avait eu une femme. Ouais. Il y avait le nom. Donc c'était Hermina Macduff. Ok. Une Anglophone, une probablement. anglophone, une descendance irlandaise. De deuxième ou troisième génération, l'immigration irlandaise étant beaucoup plus récente, Ouais. seulement dans les années 1820. Et il était nommé qu'il avait eu 3 enfants. Mais c'est tout. On n'avait pas le nom. On savait pas s'ils étaient vivants. On savait pas s'ils avaient vécu. On savait pas s'il y avait eu des enfants, ces gens-là. Donc, il y avait seulement c'était seulement nommé. Et il avait eu 3 enfants de ce premier mariage. Et il y avait ce mystère-là de qui étaient ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils avaient vécu? Qu'est-ce qui était advenu de ces enfants-là? Ouais. Est-ce que il avait été en contact avec la famille? Mhm. Et ça a été un mystère vraiment intéressant. Parce que tout au long de la recherche, j'ai contacté les plus vieux de famille. Donc ceux qui avaient le plus de chances d'avoir de la mémoire, d'avoir connu ces gens-là, Ouais, d'avoir ouais. entendu leur histoire. Des gens de 90, 92, 94, 96 ans à peu près. Et beaucoup m'ont dit on n'a jamais entendu parler de ces frères-là. Il y a il y a des cousines de mon grand-père qui avaient à l'époque, on parle de 2000, avant la pandémie, 2018-2019, Ouais. qui me disaient j'ai jamais entendu parler de ces frères-là. Ouais. Et il y a un C'est leur souvenir. frère et sœur, là. C'était le frère et sœur de leurs parents, Ok. de leur mère. Fait qu'il y avait une dame que j'avais rencontrée. J'avais tellement trouvé que ça avait été un beau moment.
je parlais, puis là, je disais, tu sais, avez-vous déjà entendu parler de ces 3 frères? C'était Ernest, Joseph Arthur et Isaïe. Ok. Et là, cette femme-là, qui a 94 ans, une mémoire phénoménale, lève les yeux et elle dit, maman, qui était dans le fond la sœur de ces gens-là, maman, pourquoi tu m'as jamais parlé de tes frères? Et c'était tellement un beau moment. Tu sais, je la revois, puis je trouve ça beau comme moment que cette femme-là a vécu. Puis, encore une fois, le mystère. Ouais. Cette femme-là, on vient de créer un mystère Ah pour oui, elle. pour elle. Un mystère auquel elle croyait même pas qu'il existait. Là. Non. C'était pas tangible. Là, ça devient... Ça revient à ce que je disais tantôt. Oui. Plus qu'on rajoute des indices, plus qu'on rajoute des choses, on dirait que plus que le mystère devient complexe Exactement. et surtout tangible. Oui. Puis, bref, au fil du temps, j'ai pu réussir à savoir un peu plus qu'est-ce qui est arrivé de ces gens-là. Un d'entre eux, Isaïe, fils, Isaïe Junior, a eu de la descendance. Lui est resté dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai pu communiquer avec ses petits-enfants. Wow. Donc, j'ai réussi à avoir un peu d'informations comme ça. Mais les 2 autres fils, Ernest et Joseph Arthur, n'ont pas eu d'enfants. Okay. N'ont pas... Il y en a un, Joseph Arthur, qui est mort à l'âge de 2 ans, 3 ans. Okay, ouais. Puis Ernest qui est décédé sans se marier. Donc, sans descendance. Au moins, ça clôt la chose. On sait Oui. que le mystère est terminé. Là, Exactement. Le mystère va rester mystérieux. Oh, oui. Exactement. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Le premier tome, c'est vraiment une partie historique. Oui. Donc, je parle un peu en première partie. Un peu, c'est quoi l'histoire du Québec? C'est quoi la mentalité? C'est quoi les mœurs à l'époque? Parce que en 400 ans d'histoire, Il s'en est passé des choses. oui, puis les mœurs, c'est différent. Ouais. Les mœurs, c'est différent. On part de l'époque où que l'Église domine tout, à une époque où, après la Révolution tranquille des années 60, ben, l'Église est retournée, renfermée dans ses lieux de culte, puis on lui dit reste là, puis même pas plus de grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc on passe de cette mentalité-là, puis j'ai une formation d'enseignant Ouais. en histoire, donc j'aimais amener ce côté social-là, ce côté de dire c'est pas juste des noms Non. dans un livre avec une date de naissance puis une date de décès. C'est aussi des gens qui ont vécu, qui ont un passé et qui ont vécu dans un contexte, qui ont vécu Qui n'est pas le même que la personne qui va voir ce nom-là. Ah, absolument, puis qui probablement risque d'avoir une grande distance par rapport au contexte dans lequel on vit. Donc, c'est la première partie qui est vraiment axée sur ce côté histoire très général, Okay. qui pourrait se retrouver dans n'importe quel livre de généalogie, Okay. de n'importe qui, n'importe quelle famille, qui a vécu à cette époque-là en Nouvelle-France. Après ça, je présente vraiment le premier ancêtre qui est arrivé ici en Nouvelle-France autour de 1665. C'est l'époque des Filles du Roi. Il a marié justement une fille du roi. Ah, wow! Donc, ça coïncide avec ça. Et le premier ancêtre, donc Denis Véronneau, Ok. a vécu dans un contexte où on commence à ouvrir les seigneuries. Lui, il travaillait avec... il était très, très ami avec Pierre Boucher de Boucherville, dans le coin de Trois-Rivières, qui s'est établi d'abord. Ouais. Et quand Pierre Boucher a obtenu la seigneurie de Boucherville, il l'a suivi à Boucherville. Puis la famille Véronneau s'est enracinée dans ce village-là pendant plusieurs générations. Deuxième tome, c'est vraiment axé sur le personnage d'Isaïe Berger. Donc Ok. mon arrière-grand-père, qui est arrivé le premier ici dans les années 1890 à peu près, 1880-90, axé un peu sur son histoire à lui. Ok. Qui c'était? C'est basé un peu sur, dans le fond, l'idée de retracer un peu les mémoires de ce personnage-là. C'est aussi donc sa descendance, sa famille, ses enfants et tout ça. Donc dans ce deuxième livre-là, je vais avoir une section où on va présenter Isaïe, on va présenter sa deuxième femme, vu que j'ai pas d'informations sur la première, c'est ça. C'est basé sur les archives qu'on retrouve, soit les archives, bon, comme je disais tantôt, de l'Église, Oui. mais aussi des articles de journaux. Donc il y avait cette utilité-là, il y avait cette facilité-là, étant donné qu'il était directeur du chemin de fer, du Canadien Pacifique régional, ben il y avait une beaucoup... certaine proximité avec le papier
Oui. Une certaine notoriété Une aussi certaine pour pouvoir notoriété. asseoir ses mémoires un peu d'une certaine façon. D'une certaine façon. Puis à l'époque, ben, les journaux pouvaient relater des faits divers. Donc, Genre. du genre, ben c'est anecdotique, mais il y a un article qu'on retrouve, c'est marqué simplement Isaïe Berger est parti en vacances cette fin de semaine, voir son fils à Farnham. C'est anecdotique, Ouais. c'est à la limite on s'en fout, mais comme à l'époque il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléjournaux, il n'y a pas de TVA de 18h, il n'y a pas, tu sais, il n'y a rien de ça, il y a... Oui. T'as même pas de téléphone pour appeler. Non, ta on est famille. avant la popularité du téléphone, Ouais, avant la que généralisation. du ouais, la téléphone. généralisation, avant qu'il se démocratise. Donc, c'est un moyen D'informer les gens. oui, puis surtout que la communauté à l'époque, tu sais, c'est pas comme c'est aujourd'hui. Non. La communauté, c'est serré, c'est tout le monde est proche des uns On des connaît ses autres. voisins. On connaît les voisins et on connaît les voisins de nos voisins. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un côté comme ça qu'on retrouve dans Ouais. ces faits divers. On veut forger un tissu social. Aussi. Si je lis dans le journal que t'es allé voir ton frère Ouais, à Farnham, ouais. peut-être que je vais dire, hey, finalement, ton voyage, comment ça s'est Ben passé? oui, ils vont-tu C'est bien, ça. tu sais, comment effectivement, il y a ça aussi, ça rajoute à ce côté communautaire. T'as rencontré beaucoup de gens, J'ai puis rencontré... t'as fait de l'histoire orale, Oui, et ça te fascine, je ça me pense. fascine, mais c'est aussi, ça rapproche. Pourquoi ça rapproche? Parce que c'est humain? Parce qu'il y a Parce que c'est le côté humain, parce que c'est... Tu demandes à quelqu'un, raconte-moi tes souvenirs. Ah ouais. C'est sûr que quand tu regardes un papier, il y a comme une distance entre le papier et Oui. la personne qui va lire. Encore plus quand tu regardes quelque chose sur Internet. Ah, c'est ça. Donc avoir la proximité qu'on a présentement, qu'on a Oui, un échange, exactement. de très humain, de très vivant. Oui, puis d'humanisant. D'humanisant. Puis en même temps, ben, c'est aussi briser l'isolement. Briser Ouais. l'isolement des gens, c'est des personnes âgées. Parce que ça a été fait, une grosse partie de ce travail-là, de ta recherche a été faite pendant la pandémie. Pendant la Pendant pandémie. la pandémie. Exactement. 2020, 2020, Comment t'as 2021. fait ça? Merci au courriel. Merci au téléphone. Merci. Tant qu'à être à distance, Ben, utilisons les outils de exactement, la distance. Exactement, mais il y a aussi, c'est ça, briser l'isolement. Puis, anecdote comme ça, j'ai une dame qui malheureusement est décédée aujourd'hui, que j'avais rencontrée en juillet 2021, Ok. qui, j'avais dit, on peut se parler par téléphone, puis elle a dit, non, viens me voir, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un nom sur un visage sur un nom. Ouais. Puis j'avais dit, ok, mais je vais garder mes distances parce qu'elle avait quand même un certain âge. Et c'est effectivement. Puis on est dans le contexte qu'on dit, Gardez votre 2 mètres, gardez mettez un 2 masque. mètres, mettez le Ouais. masque, puis faites attention aux personnes âgées. Donc là, j'arrive là, on est en pleine troisième vague, je pense, à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là. Puis elle habite où? Elle est à Magog, dans une résidence, Résidence. dans une résidence pour personnes âgées, mais avec un appartement, là, sa maison, une petite maison, un petit logement, là, Ok. avec, pour personnes autonomes, malgré son âge. Ok. Alors elle t'accueille chez Elle elle. m'accueille chez elle. Là, j'ai mon masque, je garde mes distances. Elle fait, enlève ton masque, je veux te voir. Là, finalement, j'étais comme, tu sais, je veux pas que ça vous mette mal à l'aise. Elle est comme, non. Elle a pas l'air mal à l'aise, elle, en tout cas. Pas du tout. Puis là, elle me raconte des souvenirs. Elle me raconte ses souvenirs de quand elle était toute jeune. Tu sais, on parle du début des années 1930. Elle me raconte des souvenirs sur ses oncles, sur ses tantes. Et en plein milieu de ça, elle se remémore, puis elle me dit, j'ai jamais partagé ces souvenirs-là d'enfance avec mes enfants. Avec ses petits-enfants, avec même ses arrière-petits-enfants. C'était la première fois qu'elle relatait ces souvenirs-là. Tu te rends compte à quel point ton projet a réussi à faire en sorte qu'il y a des gens qui vont peut-être oublier ces souvenirs-là. Oui, De peut-être. partager. T'as fait revivre ces souvenirs-là. Revivre les En souvenirs. Aussi, créer des ponts entre les générations. Ah oui. Parce que c'est quand même des gens qui sont dans les 90 ans et plus. J'ai rencontré, je te dirais, 8 personnes, des cousins cousines à mon grand-père, Ok. qui étaient dans le fond les plus vieux de famille. Donc ceux qui sont toujours vivants, ceux qui Ouais. sont la mémoire toujours vivante, pour retracer un peu ces brides de mémoire-là. Puis je parlais tantôt de briser l'isolement. Encore une fois, pendant la pandémie, en 2021, j'écris à ma grande tante, donc la soeur de mon grand-père. Là, j'ai dit, ma tante, j'ai des questions pour vous. J'essaie de créer la biographie de vos grands-parents. Puis ma grande tante était chez les religieuses. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était
important. Tout le monde voulait avoir dans sa famille un religieux ou une religieuse. C'était l'honneur de C'était la une fierté. famille, Ouais. c'était d'avoir... Puis c'était le moyen d'avoir de l'éducation. Ah, certainement. Là. Donc, fierté, moyen d'avoir de l'éducation pour les femmes. Et de s'assurer d'avoir quelqu'un qui va prier de la bonne façon pour qu'on aille au paradis. Exactement, c'est ça. Tu sais, la religion était tellement présente dans le Ouais. temps. Puis, donc, dans les petits-enfants d'Isaïe Berger, il y avait quand même sur 72, si ma mémoire est bonne, 4 prêtres, 8 religieuses, presque toute la même communauté religieuse Quand même. située à Québec. Et la plupart de ces religieuses-là sont encore vivantes aujourd'hui. Wow. Et il y en a qui sont décédées depuis, Oui. mais qui étaient à l'époque presque toutes vivantes. Et j'envoie un courriel à ma tante qui a aujourd'hui 99 ans, donc en 2021, 97. Et là, elle me répond tout bonnement avec à peu près ces mots-là. Ah, j'ai brisé les règles qui nous sont imposées. Ouais. J'ai été cogné chez mes cousines religieuses, même si j'avais pas le droit, à cause des normes COVID. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, ça, encore une fois, ça a brisé l'isolement de ces gens-là qui étaient isolés, même si c'était plus ou moins légal, disons dans les zones gris très très foncées. Donc, il y a ça aussi. Donc, créer des liens, créer Entre créer des des personnes ponts. qui jamais, dans un contexte, seraient entrées en relation. Exactement, c'est ça. Puis, une chose que j'ai apprise en faisant le projet, c'est que la famille étant plus vieillissante, on n'a jamais eu de rassemblement de famille depuis le décès d'Isaïe Berger en 1935. Wow. Donc, avec les deux, on appelle ça les deux lits, donc premier mariage, deuxième mariage, il y a des gens qui ne connaissent même pas l'existence du premier mariage. Qui ne savent même pas qu'il y avait des enfants issus de ce premier mariage-là. Donc ça aussi, c'est quand même important, c'est intéressant, c'est fascinant, que je trouve. De voir qu'il y a vraiment deux branches qui se sont séparées. Ouais. Puis de créer des ponts entre ces deux branches-là qui se sont jamais côtoyées, ou très très peu, ou dont on a oublié que ça s'est côtoyé, si ça s'est fait. Ouais. Donc il y a ça aussi que je trouve intéressant. Puis dans le deuxième tome, c'est vraiment la descendance. Donc, j'ai la réussi- descendance d'Isaïe Berger, exactement, de ses enfants, petits-enfants, etc. Descendance qui s'établit sur 7 générations. Cette génération. Donc, ça fait arrière, petits-enfants, donc 4 fois arrière. Presque 1200 descendants. 1200 Ouais. descendants. Presque 1200 Puis descendants. t'as tout mis ça là-dedans. Tout est là-dedans, c'est vraiment comme un registre, là. C'est vraiment quand même bien structuré, C'est incroyable. dans le sens, c'est classé, facile de lecture, Oh, ouais. c'est vraiment, comme on dit en bon français, user-friendly. C'est ça, c'est facile d'approche. C'est facile d'approche, exactement. Puis, avec des photos, pour que ça soit plus intéressant. Alors, troisième tome. Troisième Et dernier tome, de quoi ça parle? Ben, je parlais justement de photos. Oui. Le troisième tome, c'est pratiquement uniquement des photos. Donc vraiment, j'ai retracé beaucoup de photos de famille. Il doit y avoir, je pense que dans les 3 tomes réunis, il y a au-dessus de 700 photos de famille. 700 photos des personnes qui composent la famille, justement. C'est un livre qui est vraiment axé sur les mémoires, sur... justement ces photos-là pour mettre un visage sur les noms. Exactement. Se dire que c'est pas juste un nom, une date de naissance, une date de décès. Mhm. C'est des traits, c'est des ressemblances. C'est ça, ça rend les personnes humaines. Oui, Vraiment. ça l'humanise. Puis en même temps, mais ça nous permet aussi de voir l'évolution peut-être de la mode de l'époque. Ah ouais, hein? Tu sais, de voir un peu c'est quoi les habits, les coupes de cheveux, même le style de photo. Trouver des choses vraiment laides, puis des fois des choses, oh, ça, je porterais ça. Ouais, exactement. Oui, absolument, tu sais. Dans ce tome-là, dans ce troisième tome-là, après les photos, les testaments. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur des testaments. sur les testaments. Donc, c'est pas quelque chose... Testament d'Isaïe Berger. Testament d'Isaïe Berger, écrit en... vois-tu, l'an 1899. Donc, c'est vieux, là. C'est vraiment des archives qui sont très, très vieilles. Et dans ça, ben, c'est pas des archives qui sont souvent gardées par les familles.
Surtout quand c'est des archives qui datent de... Un certain temps, D'un t'as certain pas connu temps. la personne. C'est ça, c'est quelque chose qu'on ça va débarrasse. rapidement aller à la poubelle. Exactement, c'est ça, malheureusement, même si c'est des archives qui sont extrêmement précieuses. Ouais. Parce qu'on voit un peu qu'est-ce que la personne possédait. On voit aussi quelle relation elle entretenait avec ses C'est proches. membres de la famille, oui. S'il y a Exactement. quelqu'un qui ne reçoit aucun héritage, il y a une part de mystère Exactement, on revient encore à notre mystère. Ah, le sacré mystère. Puis on voit aussi qu'est-ce que la personne possédait. Ouais. Comme par exemple, dans le testament d'Isaïe Berger, j'ai dit 1899 Oui. qui a été écrit, et il est mention des bâtiments qu'il possédait. Ok. Donc parmi ces bâtiments-là, on retrouvait la maison, Ouais. donc la maison familiale, qui existe encore aujourd'hui. Ok. Donc la maison a été déplacée en 1965, placée à la vallée des Bergers. Donc elle existe encore aujourd'hui. Ça parle aussi qu'il y avait une grange, Ouais. donc, comme tous bons agriculteurs avaient besoin. Et il y avait la cabane à sucre. La cabane à sucre. Cabane à sucre familiale, toujours exploitée en 2023. Toujours la même. C'est toujours la même. Toujours la même. Probablement que la cabane à sucre, on n'a pas de source pour nous le dire quand est-ce qu'elle a été construite exactement, mais on sait que c'est avant 1899. Avant. Ah oui, parce que c'est lui qui l'a construit, puis Eh. il est mort cette année-là. On pense que la cabane à sucre date D'avant? d'avant même Isaïe Berger. Lui, il a acheté la terre ici. Et il y avait une cabane à sucre à ce moment-là. Ouais, exactement. Ah wow. Exactement, il y avait la cabane à sucre à ce moment-là. La maison date de 1889. Ok. Donc, on pense que la cabane à sucre daterait probablement de cette période-là. 1889, c'est aussi le moment où que la région a été ouverte à la colonisation des Canadiens français. Ouais, voilà. Donc, ça aussi. Donc, la cabane à sucre qui existe encore aujourd'hui, qui n'a presque pas changé depuis le temps. C'est les mêmes, je te dirais, les murs extérieurs sont les mêmes. C'est toujours fait à la méthode d'antan, la vieille méthode, Ouais. comme on dit. La donc, chaudière. à la chaudière. Ah ouais. Sur feu de bois. Donc, entretenu, c'est mon père qui fait le sirop d'érable. Puis, je te dirais, il y a première fois qu'on fait une véritable transformation de la cabane à sucre, c'est à l'automne dernier qu'on a fait un agrandissement pour l'entrepôt de bois. Ah oui. Mais Parce que ça donne le nécessaire, ouais. ah oui, c'est ça, la production qui est plus grande et tout ça. Mais sinon, la cabane en tant que telle, c'est la même que en 1900 quelque chose, C'est autant incroyable. que c'était utilisé par mon arrière. Wow. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ça, ça C'est- fait le tour pas mal. Ben, je veux dire, je sais pas comment ton projet pourrait être plus complet que ça. 3 tomes, 900 pages, plus de 1000 individus qui se retrouvent, 1200 individus. Oui, 700 photos de famille au fil du temps. Je sais pas, à voir pour la suite. À voir pour la suite. Les prochains Je pense, projets. mais Ouais. honnêtement, t'es bien parti, puis je suis à la motivation, je sens que ça t'allume. Oui. Ben, il y a une passion, il y a une passion, mais il y a aussi une crainte derrière tout ça. C'est quoi cette crainte-là? Il y a un philosophe qui disait, qui expliquait, j'ai pris ça tout bonnement à la radio l'autre fois en allant travailler, l'autre fois, il y a 4 ans peut-être, 4-5 ans. L'autre fois, c'est le bon vieux. Oui, exactement, c'est pas la semaine passée, Ah mais ouais, il y a 4 longtemps, ans. puis ça m'avait vraiment marqué. C'est quoi? Il disait on meurt 3 fois Ok. dans la vie. Première mort, c'est la mort physique. La mort cérébrale, la mort comme on la connaît. Ouais. Donc la mort classique. Deuxième mort, c'est lorsque la dernière personne qui nous a réellement connus décède à son tour. Et la troisième mort, qui pour moi me terrorise absolument, c'est lorsque notre nom est prononcé pour la dernière fois, faisant référence à qui qu'on est. Donc c'est un peu une mission, c'est un peu un but que je me suis fixé, c'est de ressusciter ces gens-là Ouais, c'est de ça. cette troisième mort. Sortir Puis- ces fantômes-là du passé. Ah oui, les exactement. ramener. Les ramener à leur vie de base, puis essayer de trouver un peu qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, qui ils étaient, puis aussi s'assurer qu'ils ne soient pas effacés puis oubliés. Puis que leur nom tombe dans l'oubli, dans le fond. Parce que ça, c'est le gros drame de l'histoire, là. Ces trous-là, en fait. Ah oui, parce que l'histoire, comme on la connaît, c'est les grands événements, c'est C'est ça. les grands hommes politiques. Ouais. Je dis hommes parce que les femmes, on les oublie. Mais c'est pas l'histoire du peuple. Non. Et pourtant, c'était le peuple qui était majoritaire. Tu sais, on Ah, c'est parle ça. souvent du 99%
de la population qui est oubliée. qui est oubliée. C'est Malheureusement. ça. Au profit de ce 1% qui va être favorisé. D'une certaine façon, avec ces 3 tombes-là, avec cette famille-là, puis c'est pas ton premier projet aussi. C'est mon 4e projet. Ouais. Il y en a d'autres en production éventuelle. Avec tous ces projets-là, pour vrai, tu aides d'une certaine façon à ce que beaucoup de gens ne soient pas oubliés. J'espère. Donc, mission accomplie. pour vrai. J'espère, effectivement. Olivier Berger, merci. Merci à pour toi. ça, merci pour tes confidences. Merci à toi. Merci beaucoup.